Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo de mini-formation à Drupal. Comment versionner son projet Drupal avec Git. Pour commencer, nous allons voir une mini-introduction sur Git et ses fondamentaux. Nous passerons ensuite en revue les dossiers et les fichiers qui composent l'architecture d'un projet Drupal. Enfin, nous verrons un exemple d'organisation pour travailler en équipe avec les branches Git et pouvoir déployer en sécurité sur les différents environnements de notre projet. En prérequis pour cette formation, vous avez besoin d'une instance de Drupal fonctionnelle. J'ai ici utilisé la dernière version alpha de Drupal 9.1.0, mais vous pouvez très bien utiliser une version de Drupal 8.0 ou 9.0 ou peu importe. Si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à consulter ma première vidéo sur comment installer un projet Drupal 9 avec Composer. J'ai donc mon projet Drupal qui est installé et les sources qui sont disponibles ici. Je n'ai pour l'instant pas créé de dépôt Git, je vais le créer tout de suite via la commande git init. Et voilà, j'ai créé mon dépôt. Pour rappel, Git est un système décentralisé, c'est-à-dire que je pourrais très bien utiliser toutes les fonctionnalités de Git en local, faire des commits, revenir à des versions précédentes, etc., etc., sans avoir à utiliser GitLab, GitHub, Bitbucket ou autre. Mais évidemment, c'est moins pratique pour travailler en équipe. Pour cela, nous avons besoin de branches de... Pour cela, nous avons besoin de ce qu'on appelle une remote, c'est-à-dire une copie distante du dépôt qui sera accessible par tous les membres de l'équipe. Pour cela, on peut utiliser GitHub, gitlab.com, sa propre instance de GitLab ou d'autres fournisseurs. Je vais utiliser mon instance privée de GitLab. J'ai déjà créé le dépôt ici, il est vide. Ce dépôt est public, je mettrai les liens dans la description de cet article. Vous pourrez ainsi récupérer le même site que moi et l'installer chez vous en local. Le dépôt est vide et GitLab me donne des instructions pour commencer. On voit que j'en suis à peu près dans cette partie-là, c'est-à-dire que j'ai un dossier existant. Je viens de créer mon dépôt Git en local et maintenant je vais devoir lier mon dépôt Git local à ma remote, donc à mon dépôt distant qui est sur gitlab.com. Pour cela, je vais utiliser la commande git remote add origin avec l'adresse qui est fournie ici. Et je dis à mon dépôt local, tu es lié à ce dépôt distant. Et ainsi, je pourrai pousser du code, donc faire des git push vers le dépôt distant et faire des git pull pour récupérer les modifications qu'auront fait les autres développeurs sur ce dépôt distant. Je vais donc copier-coller cette commande dans mon dépôt git. Et voilà, mon dépôt Git existe toujours en local, mais il est aussi lié à un dépôt distant. Je vais commencer par committer mon premier fichier et faire un fichier readme ou lisez-moi. Il est présent ici, j'ai déjà mis les instructions pour installer ce projet. Je vais donc l'ajouter pour l'instant à mon dépôt Git local, qui est pour l'instant vide, via la commande git add readme. Mon fichier est prêt à être committé, je vais maintenant le committer. Et voilà, j'ai créé mon premier commit, ma première nouvelle entre guillemets version, mais ce premier commit est pour l'instant uniquement sur mon dépôt local. Pour pouvoir envoyer mes modifications à distance, je vais devoir pousser le code via la commande git push. Ma branche locale qui s'appelle main, mais chez vous ça peut être potentiellement master, n'existe pas encore sur mon dépôt distant. Il faut que je la crée et que je dise à ma branche locale main qu'elle correspond à la branche distante, donc sur mon serveur GitLab, main. Et c'est la commande qui est inscrite ici. Donc c'est un peu plus verbeux, mais le premier push doit être comme ça, les suivants pourront se contenter d'être juste la commande git push. Je viens de pousser mon premier commit sur mon dépôt distant. On va aller voir tout de suite si ça c'est bien mis à jour. Et oui, c'est bon, on voit que j'ai mon fichier readme, on voit que mon dépôt a un commit, une branche qui est la branche main, et le readme est donc accessible ici. Super. Et maintenant, pour les autres développeurs, comment ça va se passer? J'ai créé mon dépôt en local, je l'ai poussé sur mon gitlab.com. Si quelqu'un de mon équipe devait travailler sur ce projet-là,
il devra cloner le dépôt distant, donc qui est sur gitlab.com, en local sur sa machine, pour avoir une copie du dépôt sur sa machine. Une copie qui sera identique à celle que j'ai sur ma machine, évidemment. Pour cela, ça se fait via la commande git clone et on doit lui fournir l'adresse du dépôt. Et l'adresse est ici. Donc si je me positionne dans un autre dossier, je peux cloner le dépôt ici. Si je me déplace dans formation Drupal, hop, je vois que j'ai bien mon fichier README. Donc là, j'ai créé deux copies de mon dépôt à des endroits différents. Une dans un dossier TMP ici, une dans mon dossier de travail. Et enfin, j'en ai une dernière qui est ma remote, qui est sur gitlab.com. Et je pourrais pousser, si je voulais, indépendamment de chaque copie, vers la remote. Nous allons passer maintenant en revue les différents fichiers et dossiers qui composent l'architecture d'un projet Drupal et voir pourquoi ce fichier doit être versionné ou pourquoi il ne doit pas l'être. Commençons par le fichier .env ou .env qui va contenir en fait des variables d'un environnement. Il se peut que vous n'ayez pas du tout ce fichier, je l'ai car j'utilise Docker et ce fichier me sert à injecter des variables d'environnement pour paramétrer mon Docker. On voit ici par exemple l'URL de mon site en local, mais aussi les paramètres de ma base de données, les différents paramètres sur l'architecture de mon projet et enfin les différentes versions des containers, par exemple pour ma base de données MariaDB, pour la version de Nginx et la version de PHP. Il y a aussi d'autres paramètres dedans, mais je ne vais pas les passer tous en revue. Ce fichier ne doit pas être versionné. Pourquoi? Parce qu'il va contenir en fait des paramètres qui peuvent dépendre de votre configuration locale et qui peuvent ne pas convenir à un autre développeur. On peut imaginer par exemple que moi j'ai l'habitude de travailler avec des noms de domaine en .test, mais qu'un autre développeur préfère travailler avec des noms de domaine en .local. Donc il ne faut pas versionner ce fichier, je vais plutôt à la place créer un fichier .env.example qui lui sera versionné et j'indiquerai dans le readme qu'il faut copier le fichier .env.example en .env pour pouvoir ensuite modifier les paramètres si on le souhaite. C'est ce que je vais faire tout de suite. .env.example et voilà. J'ai mon fichier .env.example et ce fichier-là doit être versionné alors que le fichier .env ne doit pas être versionné. Comment ne pas versionner ce fichier? On pourrait très simplement ne jamais l'ajouter à notre dépôt, mais c'est risqué parce qu'à un moment on va faire un git add tous les fichiers du dossier et hop, ce sera terminé. On va utiliser pour cela le fichier .gitignore qui va contenir en fait l'ensemble des fichiers et des dossiers à ne pas versionner. Il existe par défaut dans Drupal, vous pouvez le consulter ici. Il va par exemple indiquer qu'il ne faut pas versionner tous les modules qui sont dans le dossier contrib, donc les modules tiers, tous les thèmes qui sont dans le dossier contrib, donc les thèmes tiers, mais aussi par exemple le fichier .env et enfin les fichiers de settings. Donc mon fichier .env est bien indiqué dans le fichier gitignore, il ne sera pas versionné, alors que mon fichier .env.example peut lui l'être. Je vais tout de suite l'ajouter à mon dépôt, git add.env.example. On va le committer tout de suite. Je vous rassure, je ne vais pas ajouter les fichiers un à la main. Nous avons ensuite le fichier git attribute qui lui n'a pas besoin d'être versionné car il est généré automatiquement par Drupal lors d'un composer install. Le fichier gitignore, on vient de le voir, il doit être versionné. On va l'ajouter. Ensuite, nous avons le fichier composer.json et composer.loc. Si vous avez un doute sur leur utilité, je vous invite encore une fois à regarder ma première vidéo sur comment installer un projet Drupal 9 avec Composer. Je reviens sur le sujet. J'ai le fichier docker-compose.yaml qui lui va contenir en fait toute ma configuration Docker. Donc lui, je vous invite à le versionner. Et si jamais, pour un besoin très spécifique, un des développeurs a besoin d'utiliser des conteneurs autres ou de modifier la configuration, il pourra toujours utiliser un fichier docker compose override.yaml.
Nous avons aussi des fichiers makefile et docker.mk qui eux dépendent de Docker for Drupal et qui permettent en fait d'exécuter des commandes comme drush directement dans le conteneur PHP. Car actuellement je n'ai pas PHP sur ma machine, donc quand je veux utiliser par exemple Composer install, je ne le fais pas en local, je le fais au sein d'un conteneur PHP. Je reviendrai sur le sujet dans une prochaine vidéo dédiée à Docker avec Drupal. Donc nous allons ajouter l'ensemble de ces fichiers au versionnement. Et voilà. Le dossier de config, lui, on l'a déjà vu dans la vidéo précédente sur la gestion de la configuration avec Drupal. Nous avons donc un dossier 5 qui correspond à la configuration qui est commune à l'ensemble des sites, ou plutôt des environnements. Par environnement, j'entends mon environnement de développement, donc en local actuellement sur ma machine, mais ça peut être aussi un environnement de pré-production et un environnement de production, donc le site que vont voir tous les internautes. J'ai un dossier 5 qui contient la config partagée, j'ai un dossier dev pour ma config locale, un dossier pré-prod et prod pour ma config distante. Je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, mais je le rappelle rapidement. On versionne tout ce qui est dans config 5 et dans config dev. Par contre, on ne va pas versionner ce qui est dans config pré-prod ni dans config prod. Les fichiers qui seront dans ces dossiers peuvent être écrasés lors d'un export de la config en prod. C'est pour par exemple des paramètres de briques de paiement ou des paramètres de menu, ce genre de choses. Je vais ajouter un fichier gitignore dans ce dossier-là pour dire ne pas versionner le dossier prod ni le dossier pré-prod. Par contre, j'aimerais bien avoir quand même l'architecture complète, même si les fichiers ne sont pas présents. Ainsi, quand je déploierai mon site en prod, le dossier prod existera. Pour cela, je vais créer un fichier .gitkeep, qui est une convention, et que je vais ajouter à Git. Ainsi, ce fichier-là sera créé, le dossier prod sera créé aussi, mais après, tout ce qui sera créé, tous les autres fichiers qui seront créés à l'intérieur seront ignorés. Je vais faire la même chose pour l'environnement de pré-prod. Et enfin, je vais créer un fichier .gitignore dans lequel je vais mentionner prod et pré-prod. Donc maintenant, à part les fichiers gitkeep qui viennent d'être créés et que j'ai ajoutés manuellement à mon dépôt Git, tous les autres fichiers seront automatiquement ignorés. On peut remarquer que j'ai pour l'instant 2 fichiers gitignore. J'en ai en fait beaucoup plus. J'en ai un qui est complètement à la racine de mon site, ici, et je viens d'en créer un autre dans un sous-dossier. On peut en avoir autant qu'on veut dans différents dossiers, et simplement les chemins que l'on va indiquer doivent être relatifs à l'emplacement du dossier gitignore. Donc ici, par exemple, j'ai mis /pré-prod, car je me situe dans le dossier config, et je veux à la racine de ce dossier config, donc ignorer les dossiers prod et pré-prod. Le dossier DB est un dossier que j'utilise en local qui va contenir en fait des dumps de ma base de données. Évidemment, ces dumps, je ne veux pas les versionner. Donc je vais créer un fichier gitignore que je vais ajouter à Git et je vais simplement indiquer d'ignorer tous les fichiers .sql et .étoile.sql.gz, car on voit que mes dumps ici sont gzip. Ainsi, Git saura que tous les fichiers qui se terminent par .sql ou .sql.gz ne doivent pas être versionnés. Le dossier Docker contient, lui, des fichiers spécifiques à Docker. Sans rentrer trop dans les détails, ça va être en fait tous les fichiers composant ma base de données MariaDB. Ce dossier-là ne doit absolument pas être versionné. Je vais donc l'ajouter au fichier gitignore de la racine. Donc ici, hop, on va se mettre là et on va faire Docker. Tac. Nous avons enfin le dossier Drush qui lui contient à la fois des commandes spécifiques à Drush, on pourra en ajouter si besoin, la configuration de site. Là, pour l'instant, j'ai laissé les paramètres de base de Drupal Project. Mais il va aussi contenir un fichier de paramètres, ici, qui peut être utile parfois pour certaines commandes Drush. Donc, par exemple, ici, c'est l'URL de mon projet Drupal en local. Évidemment, cette URL, elle sera différente en prod ou en pré-prod. Et potentiellement, elle peut être aussi différente pour un autre développeur. Ce fichier-là ne doit donc pas être versionné.
Mais comme pour le fichier .env, je vais en créer une copie. Donc, on va mettre example.drush.yaml. Ce fichier-là, le fichier example, je vais l'ajouter. Par contre, je vais créer un fichier .gitignore pour indiquer qu'il ne faut pas versionner le fichier drush.yaml. Ignore. Oui, j'ajoute le fichier gitignore à mon dépôt git. Et je vais faire drush.yaml. Tac. Le dossier suivant est un dossier que j'ai créé moi, qui est le dossier files. Si on regarde le fichier settings.php, j'ai en fait défini que le dossier contenant les fichiers temporaires de Drupal devait être dans le dossier files.tmp, qui est ici, et les fichiers privés devaient, eux, être dans le dossier files.private, qui est ici. Ça, on l'a vu aussi rapidement lors de la vidéo de configuration d'un projet Drupal. Donc, ces fichiers sont en dehors du docroot et ne sont pas accessibles directement via Internet. Le contenu de ces dossiers ne doit pas être versionné. On voit que par défaut Drupal a créé un fichier htaccess dedans. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais versionner ce fichier htaccess. Mais par contre, j'aurais pu aussi créer un fichier gitkeep comme je l'ai fait pour les dossiers précédents. Mais par contre, je vais créer un fichier gitignore pour dire que tous les autres fichiers qui sont contenus dans ces deux dossiers doivent être ignorés. Donc nouveau .git ignore et on va mettre private ou private directement comme ça et pareil pour tmp. Par contre là on voit que mes fichiers ont changé de couleur à l'instant parce qu'ils ont été marqués comme ignorés. Pour info, on peut quand même forcer l'ajout d'un fichier qui normalement doit être ignoré via la commande git add avec les arguments ---- force. C'est ce que je vais faire tout de suite. Donc git add ---- force files /private /htaccess. Et on va faire la même chose pour le dossier tmp. Et voilà, même si théoriquement ces fichiers-là devaient être versionnés, je les ai quand même ajoutés à mon dépôt Git. Ils seront ainsi committés. Le dossier suivant est le dossier script qui va contenir, pour faire rapide, des scripts de gestion qui sont lancés lors d'un composer install ou d'un composer update. On ne réfléchit pas, on ajoute ce dossier. Le dossier vendor, lui, on l'a vu dans la vidéo sur l'installation d'un Drupal 9 avec Composer, contient toutes les dépendances qui ne sont pas des modules tiers ou des thèmes tiers de Drupal, mais toutes les dépendances, ça peut être les briques de Symfony, etc., qui sont listées dans le fichier composer.json ou qui sont des dépendances de dépendances et qui sont donc dans ce dossier vendor. Évidemment, ce dossier doit être ignoré, mais c'est déjà le cas grâce au fichier gitignore à la racine. Ici, on voit que le dossier vendor est ignoré. Nous allons maintenant rentrer dans le dur, c'est-à-dire dans le corps de notre projet Drupal, avec le dossier web. Le dossier web commence par le dossier core, qui lui donc contient le corps de Drupal. Ce dossier core est comme une librairie tierce, donc comme ce qu'il y a dans le dossier vendor, il ne doit pas être versionné. C'est à nouveau ignoré via le fichier gitignore qui est à la racine, ici webcore. Très bien, on n'a rien à faire. Le dossier module est assez spécifique, car il va contenir à la fois des modules tiers développés par la communauté qui seront installés dans le dossier par défaut module contrib, on les voit ici, mais il va aussi contenir nos modules à nous que l'on aura codés. Donc, il faut à la fois ne pas versionner tout ce qui sera dans le dossier contrib, et par contre, tout le reste doit être versionné. On voit ici que web module contrib, donc ce dossier-là ne doit pas être versionné, mais rien n'est mentionné pour les autres dossiers. Donc ainsi, tous les autres fichiers et dossiers qui seront dans le dossier module seront versionnés. Donc quand je vais créer un dossier custom avec mes modules à l'intérieur, ces modules seront versionnés et ils seront ajoutés à mon dépôt Git. Le dossier profil, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il va contenir en fait des profils d'installation. Ici, il est vide parce que je n'en ai pas ajouté, mais c'est le même principe que pour mon dossier module.
Les profils tiers seront dans un dossier profil/contrib. Et si j'avais des profils d'installation custom, ils seraient dans un dossier profil/custom. Donc on voit ici que profil/contrib est ignoré. Même principe que pour le dossier module. Je enchaîne avec le dossier thème. C'est exactement le même principe que le dossier module. Les modules tiers qui seront dans un dossier contrib ne seront pas versionnés. Ils sont ici ignorés. Et nos modules à nous, qui seront par exemple dans un dossier custom, eux seront versionnés. Rentrons dans le dur maintenant avec le dossier site. Le dossier site va en fait contenir à la fois tous les fichiers de notre ou de nos sites, mais aussi toute sa configuration. Ici, dans mon cas, je n'ai qu'un site, j'ai donc utilisé le dossier default pour stocker ces fichiers et cette configuration. Le fichier settings.php qui va contenir tous les paramètres de mon site. J'ai par contre pour habitude, moi, de créer un fichier spécifique pour les paramètres de la base de données. Vous allez voir pourquoi tout de suite après, qui est le fichier settings.local. Et on voit que les paramètres de ma base de données sont définis ici. Là, c'est quelque chose de personnel, mais je considère que le fichier settings.php doit être versionné. Pourquoi? Parce qu'il va contenir en fait des paramètres qui doivent être partagés entre les différents environnements. On peut voir par exemple les dossiers de configuration. Ça peut être aussi les paramètres d'emplacement des dossiers des fichiers TMP, etc., etc. Je préfère moi versionner le fichier settings.php en s'assurant évidemment qu'il n'y a aucun paramètre de base de données présent à l'intérieur. Et par contre, via une petite ligne à la fin qui est présente par défaut mais que je déplace tout à la fin, dire que s'il existe un fichier settings.local.php, alors ce fichier doit être inclus et c'est le fichier settings.local.php qui va contenir en fait les paramètres d'accès à ma base de données. On voit que mon fichier settings.php est en orange, c'est-à-dire qu'il est marqué comme à ignorer. Dans le fichier .gitignore, qui est tout à la racine, on voit cette ligne-là qui dit que tous les fichiers settings.php qui sont dans des sous-dossiers de /web/site ne doivent pas être versionnés. Je vais supprimer cette ligne. Par contre, je vais bien laisser celle qui mentionne que les fichiers settings.local.php, eux, ne doivent pas être versionnés. Je pourrais ainsi versionner le fichier settings.php. Par contre, le fichier settings.local.php, qui lui va contenir donc les paramètres de mon environnement local pour accéder à ma base de données, mais aussi en prod, donc il y aura les paramètres d'accès à la base de données, lui évidemment ne doit pas être versionné. Pourquoi? Parce qu'il contient aussi différentes configurations. Par exemple, en local, en mode développement, j'affiche toutes les erreurs, je désactive les caches, etc., etc. Donc ce fichier, lui, ne doit pas être versionné. Par contre, pour simplifier l'entrée d'un nouveau développeur dans le projet, je vais en créer une version d'exemple, comme j'ai fait pour d'autres fichiers, qui, elle, sera versionnée. Et voilà. Ainsi, le développeur qui arrivera sur le projet, pour son environnement local, aura juste à copier ce fichier-là, example.settings.php, en settings.local.php, pour pouvoir avoir les mêmes paramètres que moi. Les fichiers default.service.yaml et default.settings.php sont eux les fichiers par défaut de Drupal. Ils sont ignorés, ils sont générés automatiquement lors d'un composer install. Ils ne servent entre guillemets à rien à part à retrouver les paramètres par défaut si besoin. Donc on n'y touche pas, on n'a pas à s'en occuper. Un autre fichier que vous n'avez pas forcément vous sur votre machine lors de l'installation d'un Drupal de base, c'est le fichier development.service.yaml qui lui va contenir des clés de config spécifiques pour mon environnement de développement. C'est principalement la configuration de Twig avec l'activation du mode debug. Ce fichier-là peut être versionné, il n'est de toute façon inclus que par le fichier settings.local.php, on le voit ici. Donc il peut donc très bien être présent sur mon environnement de prod, tant qu'il n'est pas inclus, il n'aura aucune incidence. Le dossier files contient tous les fichiers publics de Drupal, donc par exemple qui sont uploadés via soit l'éditeur riche CK Editor,
soit les médias, soit les champs fichiers dans nos formulaires, mais il va aussi contenir l'ensemble des CSS agrégés et d'autres fichiers nécessaires à Drupal, les fichiers de traduction, etc., etc. Donc évidemment, le contenu de ce dossier ne doit pas être versionné. C'est par défaut le cas dans le fichier git ignore à la racine, on le voit ici. L'ensemble des dossiers files de l'ensemble des sites ne doit pas être versionné. C'est donc tout bon. Bon, on a fait le tour de l'ensemble des dossiers. On va donc regarder maintenant où on en est au niveau de mon dépôt, via la commande git status. J'ai l'ensemble du détail de mon dossier, de mon dépôt git local. On voit par exemple que j'ai un commit d'avance par rapport à ma remote. C'est le commit que j'ai fait tout à l'heure que je n'ai pas encore poussé, qu'il faudra que je pousse. Ensuite, j'ai des changements ici qui sont prêts à être committés. Donc dès que je vais faire un commit, ils seront ajoutés dedans. J'ai des modifications qui ne sont pour l'instant pas ajoutées à mon commit qui va venir. Et enfin, j'ai des fichiers qui sont marqués comme untracked, c'est-à-dire des fichiers qui ne sont pas ajoutés encore à mon dépôt Git. On va les regarder rapidement. Donc on a les deux fichiers htaccess dans mes dossiers de config, le contenu du dossier de rush, et enfin, on le voit par exemple mon fichier de settings ici, etc., etc. Donc là, on peut, tout en sécurité, faire un git add point, c'est-à-dire qu'en gros, dire tous les fichiers qui peuvent être versionnés, vas-y, versionne-les, ajoute-les à mon prochain commit. Donc là, si je refais un git status, on voit que tous mes fichiers sont en vert, c'est-à-dire qu'ils sont entre guillemets staged, ils sont prêts à être committés. Et maintenant, je vais donc faire un commit qui contient l'ensemble de ces fichiers, git commit -m, et on va faire un classique commit initial. Et voilà, git push. Je pousse ça sur ma remote et on va aller voir ce qui se passe du côté de GitLab. Et voilà, tous mes fichiers sont versionnés. On peut voir ici l'arborescence de mon projet Drupal. Et évidemment, on va voir qu'en fait, il n'y a pas grand-chose. Mon dossier module, il est vide. Mon dossier site, il contient quelques fichiers de settings.php. Et on a l'ensemble des autres dossiers avec quasiment rien dedans, à part les quelques fichiers que l'on a ajoutés à la main. J'insiste sur un point, c'est le fichier README. J'ai à cœur personnellement de le renseigner afin de simplifier à n'importe quel développeur qui va rentrer en cours de développement ou après sur un projet, d'installer le projet sur sa machine le plus simplement possible. Donc on peut le voir ici, mais vous pourrez le voir ici en allant sur le dépôt Git qui est public. Je mettrai l'adresse dans la description de cette vidéo. Donc on a ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Copier le fichier .env.example en .env, ici. Les indications pour copier le fichier example.settings.local.php en settings.local.php. Et après, donc, ce projet, il utilise Docker, donc les différentes commandes pour lancer le projet via Docker, donc Docker Compose Up, make composer install pour installer toutes les dépendances, etc., etc. Pour terminer, je vais vous présenter mon processus de fonctionnement avec Git pour gérer à la fois les différents environnements, le développement d'un site, ensuite les nouvelles fonctionnalités à développer ou les bugs fixes à faire en urgence, etc., etc. et comment je gère tout ça avec Git. Ce n'est pas la bonne solution, c'est une solution qui me convient à moi, à vous peut-être de l'adapter en fonction de vos besoins dans votre agence ou chez vous si vous êtes un indépendant. Je commence par considérer que chaque environnement doit avoir sa branche dédiée. La branche main ou master doit correspondre à tout ce qui est prêt à être mis en production. Ensuite, si par exemple j'ai un environnement de pré-prod, je vais créer une branche pré-prod. Et elle, automatiquement, ce qui est commité dessus sera automatiquement déployé en pré-production. La branche main pourrait déclencher automatiquement un déploiement en production, c'est ce que je fais sur certains projets, mais pour certains autres projets, je vais utiliser un système de tag, c'est-à-dire que
Quand j'ai mon code sur main qui est prêt à être déployé, si on me donne le go pour une mise en production, je vais créer un tag Git que je vais pousser. Et là, pour terminer, je vais vous présenter comment je fonctionne. Pour terminer, je vais vous présenter mon processus de fonctionnement avec Git pour gérer à la fois les différents environnements, le développement d'un site, ensuite les nouvelles fonctionnalités à développer ou les bugs fixes à faire en urgence, etc., etc. Et comment je gère tout ça avec Git. Ce n'est pas la bonne solution, c'est une solution qui me convient à moi. À vous peut-être de l'adapter en fonction de vos besoins dans votre agence ou chez vous si vous êtes un indépendant. Je considère qu'une branche doit Je commence par considérer que chaque environnement doit avoir sa branche dédiée. La branche main ou master doit correspondre à tout ce qui est prêt à être mis en production. Ensuite, si par exemple j'ai un environnement de pré-prod, je vais créer une branche pré-prod. Et elle, automatiquement, ce qui est commité dessus sera automatiquement déployé en pré-production. La branche main pourrait déclencher automatiquement un déploiement en production. C'est ce que je fais sur certains projets. Mais pour certains autres projets, je vais utiliser un système de tag. En fait, un tag Git, c'est comme créer une nouvelle version d'un logiciel. C'est un ensemble de commits qui est arrêté à un instant T. Quand j'ai mon code sur main qui est prêt à être déployé, si on me donne le go pour une mise en production, je vais créer un tag que je vais pousser et mon système de déploiement automatisé va procéder au déploiement de ce tag Git directement sur mon environnement de production. Mais ça peut aussi fonctionner sur des plus petits projets directement avec la branche main. C'est-à-dire que je fais un commit sur la branche main, je push, automatiquement, ça va faire un déploiement automatisé sur mon environnement de prod. Comment cela se passe quand on a un site qui est en cours de fonctionnement, donc c'est-à-dire qu'il existe sur Internet, etc., et notre client nous demande une nouvelle fonctionnalité. Je pourrais directement coder sur la branche main ou master, mais ça risque de poser souci s'il y a d'autres développements à faire en parallèle, ou si d'autres développeurs doivent corriger des bugs en parallèle, parce qu'ils vont se trouver sur une branche main ou master qui ne devra pas être poussée, parce qu'il y a des commits qui ne doivent pas être développés parce que la fonctionnalité n'est pas terminée. Donc, comment je fonctionne? Je crée une nouvelle branche à partir de la branche main ou master. Très important de la créer à partir de main ou master, mais surtout pas à partir d'une autre branche, parce que, en fait, quand on crée une branche, on fait une copie de la branche à partir de laquelle on fait une nouvelle branche. Et donc, c'est une copie qui est ISO. Et ensuite, on va pouvoir avoir un arbre et ajouter des nouveaux commits. Et ensuite, ces nouveaux commits seront réinjectés dans la branche principale. Si je prends une autre branche que la branche main ou master, potentiellement ma branche dédiée à la correction d'un bug ou à une nouvelle fonctionnalité contiendra des développements en cours qui n'ont pas vocation à être déployés maintenant et qui concernent d'autres développements. Si je fais donc une branche par fonctionnalité, toujours en partant de la branche main ou master, je suis sûr que tous mes développements seront indépendants et je pourrai les déployer indépendamment les uns des autres. On va prendre un exemple très simple. Ici, mettons que je veux développer une nouvelle fonctionnalité blog. Et pour créer une nouvelle branche, c'est git checkout-b feature blog. Là, je mets le nom de ma branche. Maintenant, je viens de créer une nouvelle branche feature blog qui est pour l'instant évidemment identique à ma branche main, mais sur laquelle je vais pouvoir faire des commits, donc développer ma fonctionnalité de blog. Et ainsi, quand j'aurai fini le déploiement, je vais merger ou faire un rebase, mais ce n'est pas le sujet de cette formation. Je vais inclure, donc merger les commits spécifiques à cette feature d'abord sur l'environnement de pré-prod, donc sur ma branche pré-prod, via la commande git merge.
Je demande au client de valider si c'est tout bon pour lui. Et si c'est tout bon pour lui, je retourne sur ma branche main. Je fais un git merge feature blog. Et ainsi, ma fonctionnalité de blog sera intégrée directement sur ma branche main. En parallèle, j'ai d'autres développeurs ou moi-même qui auront pu bosser sur d'autres fonctionnalités sans qu'on se marche sur les pattes. J'ai pris pour habitude de toujours avoir un petit code dans le nom de mes branches. Par exemple, une nouvelle fonctionnalité, ce sera toujours feature-quelque chose. Pour une correction de bug, ce sera toujours fix-quelque chose. Pour aller plus loin, ce que je fais aussi, c'est que j'intègre par exemple le numéro du ticket, si on utilise GitHub ou GitLab, dans le nom de la branche. Si par exemple c'est le ticket numéro 18, pour la création d'un blog, je vais avoir ma branche feature-18-blog. Comme ça, je sais directement à quel ticket elle fait référence. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'essayer d'y répondre. Si vous avez des remarques sur le fond et la forme de cette vidéo, n'hésitez pas aussi à les faire en commentaire. Je vous mets toutes les références de cette vidéo dans la description. Et si vous avez des sujets de vidéos que vous aimeriez voir traités, je vous invite à renseigner le sondage sur mon site pour me les suggérer. Je verrai si je suis assez compétent pour faire une vidéo sur le sujet. Merci et à bientôt.